كوني عن سوفي سون نعتمدون كرام جلس من مع الله المد تبديلي تاعي عارف القديش تودرت فاطمة منصور j'aime bien Glaoui de Zaïre. Je souhaite la bienvenue à toutes ces femmes qui vont animer cette belle rencontre autour d'une grande dame, d'une grande personnalité de la culture algérienne, un exemple de femme qui nous a légué un patrimoine exceptionnel. Son ouvrage, je le disais à mon amie Madame Bourlou, que je n'ai pas vue depuis un moment, notre Marielle. Madame Bourlou, on s'est dit que je n'ai ouvert à faire des mots de maman. Donc, Fatma Mansour, une ungel, donc histoire de ma vie, ça reste un document de référence. اليوم ودليس وليش وين في غرينارا ليش وين يقول فنانة سودة فاطمة منصور الساقية صفح زمقراني دولي إدات ثلوينية للحرمة Madame Guémage. Donc je vous souhaite la bienvenue au sein de la wilaya de Tizi Ouzou, au sein de la maison de la culture de Marie. Vous n'êtes pas, je pense, à votre première au sein de la maison de la culture. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. اليوم نتوثق خدمنا وكان غادي السكنه نتموت للجزائر تسير تسيل الجزائر ثمانه نساتي كودان غاف فاطمه منصور دونك سنيا ثمنت سوسدا يمكننا لينا ميرسي à vous. Donc Madame Bourlou كان صغاري اللي سداويت ندير ولدات مع عمر très heureuse et très honorée de voir une doctorante qui a travaillé sur l'œuvre de Fatma Mansour. La jeune génération, ça c'est très très important, donc une transmission intergénérationnelle. Très contente de vous avoir parmi nous. Et puis, Massa Sahoui, je sais que vous la connaissez tous. Safi Khazman vient d'éditer un très bel ouvrage sur l'histoire des exilés en Tunisie, donc l'insurrection 1871. خدم ولاد ونسات غاف مزروين تمرتنا Madame Sahel, notre artiste, auteur, donc tout ça pour vous dire que Abdullah Seguin Tilawin l'aide l'islam de Moujna. Elles travaillent, elles œuvrent pour notre culture, pour notre histoire, mais aussi pour rendre hommage à de grandes dames, comme je le disais en amont, à savoir Fatma Mansour, ça reste un monument de notre culture et de notre histoire, mais elle mérite d'être connue davantage. Madame Bourlou vient de proposer quelque chose de très pertinent que nous allons probablement mener avec l'université Mouloud Mamri, c'est carrément de travailler sur un colloque autour tous les approches. Donc, moi en tout cas, je suis tout à fait d'accord. Le secteur de la culture est là pour accompagner cette loi d'initiative. وزغير دا كانت تزاويت الدليل ذات معمر زغير دا كانت تيلي غادي تساعد راه ما بين التداوين ام مسا بوخلو السلاوينيه الحريه 8 في مغرس نكوني سوحي شكيدلس مزوريا نحملت نسبق التداوينيه نيرد إكلاد دوغنر toutes les femmes qui travaillent, qui œuvrent dans les différents segments de l'art. Mais j'ai quelqu'un qui est un Tizi Ouzou et qui est issu d'un l'Algérie, la femme algérienne a d'immenses à chaque fois je le dis, durant la guerre de libération nationale, elle a joué un rôle prépondérant aux côtés de l'homme, et aujourd'hui elle est là dans les différents domaines, dans la vie sociale et dans la vie culturelle. Nous sommes très 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 honorés. Donc je sais que parmi nous il y a des femmes aussi qui le font très très bien. Donc le 8 mars c'est cette belle opportunité de célébrer des acquis, de célébrer donc
une profusion de travail, d'œuvres menées par la femme algérienne. Et c'est aussi un moment pour peut-être voir quels sont les manquements. Mais l'essentiel, c'est d'être actif dans notre société et de rappeler que la femme joue un rôle prépondérant comme maillon fort de la société. Voilà. Donc, je sais que nous allons passer un très très beau moment ensemble. Encore une fois, merci. Je ne vous dis pas bonne fête, je vous dis tout simplement une bonne continuation, beaucoup de belles choses, Inch'Allah. Et ce qui me fait plaisir, c'est tous ces. Je salue notre ami Abdelrahman Ifsah qui ne rate aucune rencontre. Ouled Nissa, c'est un battant. Ouled Nissa, il est issu d'une famille honorable de notre wilaya. Donc mes hommages, mes respects à vous. Et clin d'œil à Smaïl Ifsah. Et tous ces hommes qui sont là et qui encouragent la femme, acteurs de la société civile aussi, pour la mouvement associatif, tous ces poètes, tous ces artistes qui viennent pour honorer Fatma Mansour Al-Sek. Je rappelle que vous êtes doctorante en littérature et civilisation française et vous avez réalisé une thèse sous la direction de Madame Bourlou dans laquelle vous abordez justement le profil de la liberté de la femme libre de Aini, la mère de Fatma Mansour. Merci. Donc nous passons directement, nous enchaînons avec Madame Mariam Gemesh, qui est auteure, anglophone de formation. Vous êtes animatrice à la radio chaîne 3. Vous êtes également romancière, auteure de plusieurs romans, dont Zedda, votre dernier roman, dans lequel vous évoquez une histoire sur une reporter algérienne partie en mission professionnelle en Sicile. Et enfin, le fameux « Un jour tu comprendras » dans lequel vous allez intervenir. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans cet espace. Ravie de partager ce moment. Je pense que l'esprit de Fatma Mansour est en train de flotter parmi nous. Je suis sûre qu'elle nous regarde. Salut Fatma. Alors, je voulais vous dire qu'au moment où je me suis lancée dans l'écriture, il y a quelques années, je réfléchissais à quel sujet aborder. J'ai réfléchi quelques semaines et puis tout à coup, je me suis rappelée d'histoires de ma vie que j'avais lues quand j'avais 16-17 ans et qui m'avaient littéralement bouleversée. Et je me suis dit, oui, voilà, je tiens le bon filon. C'est de cette femme remarquable qui m'avait fait pleurer, dont j'ai envie de parler. Et je me suis lancée dans des recherches. Voilà, j'ai lu bien sûr Histoire de ma vie, mais ça ne me suffisait pas. J'ai lu les livres de Tawes, de Jean Almourouv, et je me suis documentée. J'ai été à Ali, et au bout d'une année, j'ai pu réaliser cet ouvrage. Un jour tu comprendras. Alors un jour tu comprendras, j'ai imaginé que ce titre était donné, que c'était suite aux maltraitances que subissait la petite Fatma dans son village, traitée de bâtarde, crachée par les autres enfants, sans qu'elle n'y comprenne rien, et qu'elle se demandait à sa maman aînée pourquoi on me fait ça, et la maman lui disait un jour tu comprendras, genre qui te kebri ta'arfi, ou te fermer. Donc je vais d'abord parler de Fatma Mansour Amrouche. Il faut savoir que c'est la première autobiographe algérienne qui a écrit en français, puisqu'elle a écrit son livre Histoire de ma vie en 1946. C'est comme vous l'avez si bien dit, qu'il était sous scellé dans le tiroir, puisque son mari Antoine Belkacem ne voulait pas qu'elle divulgue leur intimité, parce qu'elle essayait de le faire publier et lui disait « Moi, vivant, tu ne le publieras pas. Tu attends que je trépasse et après tu feras ce que tu voudras. » Et ce livre, ce témoignage, parce que c'est un témoignage de sa condition de femme à elle, de son parcours, mais pas que, puisqu'elle a pu témoigner de la condition des femmes au XIXe siècle, de la Kabylie, mais ça peut être aussi dans n'importe quelle région de l'Algérie. Donc ce témoignage, elle l'a repris plus tard et elle a rajouté des notes, puisqu'on a ce témoignage qui se poursuit jusqu'aux années 60 et même après, parce qu'il a été publié un an après sa mort, en 68. Et c'est un précieux témoignage. Elle y raconte donc l'histoire de sa naissance,
l'histoire de ses souffrances, parce que sa vie a été une succession de malheurs, de drames. Imaginez naître en Kabylie au XIXe siècle, d'une relation illégitime, être rejeté, excommunié par sa communauté, par son village, vivre la séparation avec sa mère à 3 ans. Elle a été donc, sa mère l'a mise aux Ouadia, chez les sœurs, où elle a été maltraitée déjà. Déjà là, elle a été frappée, martyrisée, et Aini a dû la retirer en disant: je ne vous ai pas apporté ma fille pour que vous la maltraitiez, sinon merci, je peux la garder chez moi. Ensuite, orphelinat de Tedd El Toufella. Ensuite, donc fille de salle à l'hôpital Eugénie de Micheli. Donc toutes ces étapes-là et tous les malheurs qu'elle a eus, donc je vous le disais, rejetée par sa société, son village, marginalisée, détestée, calomniée. Ensuite l'exil à Rades, donc en Tunisie, et peut-être suprême douleur, la perte de 5 de ses enfants. Elle en a eu 8. Imaginez, c'est pas dans l'ordre naturel des choses qu'une maman perdre ses enfants. Ça l'a bouleversée complètement, et ça a fait naître chez elle une poésie déchirante. Parce que quand vous lisez l'histoire de ma vie, j'ai repris pas mal de passages, vous lisez des poèmes qui vous arrachent les larmes. Et voilà. Donc, la première femme qui a écrit, restée dans les tiroirs en 1946, mais son mari est mort en 1959, donc Belkacem Antoine. Donc, la voix, si je puis dire, était libre, encouragée donc par Jean El-Mouroub, son fils, bien sûr, sa fille Taous. Elle va tout faire. Ce livre, Histoire de ma vie, va être publié. Et c'est sur son lit d'hôpital, parce qu'elle était très malade et agonisante, en juillet 67, en Bretagne, que, tout à fait, 9 juillet, que sa fille, à son chevet, lui dira: tu sais maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, ça y est, j'ai trouvé un éditeur. François Maspero va éditer Histoire de ma vie, et tu sais quoi, il y aura évidemment comment on appelle ça, deux préfaces, dont celle du grand Kateb Yassine. Et effectivement, donc elle s'en est allée de son sommeil. Salut Fatma. Toute peut-être rassérénée, confiante, en se disant que bon, mon histoire sera lue, sera connue. Voilà, mon témoignage. Et donc Kateb Yassine a écrit en disant que une femme qui, vous savez ce qu'il a écrit, il a dit une femme qui écrit vaut son pesant de poudre, et il a écrit aussi que ce témoignage était un défi aux bouches cousues. Il a salué le courage de Fatma El Mansour Amrouche, qui a eu le courage de parler, mais de raconter son quotidien, la pauvreté, l'humiliation qu'elle a subie, tout ça. Mais elle avait aussi une arme, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la connaissance. C'est le savoir, c'est l'écriture, c'est la langue française. Son quoi? Elle serait restée dans l'oralité, ça serait mort maintenant. Mais le fait qu'elle ait pu écrire, c'est parvenu à nous au XXIe siècle. Voilà. Donc, il y a cette partie, voilà. Donc, je voulais parler aussi de la transmission à Aini, donc Fatma Taous. Aini n'a pas été à l'école, c'est l'oralité. Donc, bien sûr, les verseuses, les légendes, les proverbes, elle est rabâchée, elle est racontée à Fatma. Fatma a eu le savoir, donc elle a pu transcrire, écrire toute cette poésie bouleversante. Vous savez, vous avez la chair de poule quand vous lisez ces chants ou ces proverbes. Elle parle de la mort, mais avec des mots tellement justes. Et ensuite, ça passe vers, je vais dire, vers Taous, qui a écrit, ou aussi Jean El-Mouroub. Ce sont les dépositaires de tout ce patrimoine, ce legs ancestral. Et voilà, je voulais dire quelque chose concernant Aini, comme vous avez si bien dit tout à l'heure, que sans Aini, rien de cela ne serait arrivé. Aini, allez, on repart au XIXe siècle. Quelle femme, quelle féministe avant l'heure, imaginez, veuve,
à 22 ans, veuve à 22 ans. Elle a déjà 2 garçons. Et ses beaux-frères débarquent à la maison et lui disent « Allez, 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 tu sors de la maison, c'est notre maison. » Elle leur tient tête, elle leur dit « Non, je suis chez moi. » Ses frères à elle aussi débarquent et lui disent « Allez, tu ne vas pas vivre seule, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur nous ?» Alors elle dit « Non, 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 je suis chez moi. Je vais travailler, nourrir mes enfants. Je n'ai pas besoin de vous, je suis une reine chez moi. » Et elle dit cette phrase qui est restée dans l'histoire « Le tatouage que j'ai au menton vaut mieux que la barbe d'un homme. » N'est-ce pas? Quelle femme courageuse. Voilà, elle a défié tout le monde. Et elle a vécu sa vie. Oui, elle a fait des erreurs. Comme, voilà, c'est un être humain. Elle est faible. En plus, elle a subi peut-être... elle a été séduite par un homme. Il faut mettre en cause aussi ce Qassi, ce voisin qui l'a séduite et qui s'en est allé comme un lâche. Mais après, quand cette petite qui n'a rien demandé est venue au monde, la petite Fatma El Mansour, elle s'est dit non, elle n'a rien demandé, elle n'a rien fait, donc je vais assumer, je vais la sauver, je vais faire ce que je pourrai. Donc elle a essayé de l'emmener dans les orphelinats, etc., etc. Voilà comment, malgré elle, Fatma El Mansour Amrouche a pris des chemins de traverse. Elle a donc pu acquérir l'enseignement. Elle a eu une autre religion, un autre destin, on va dire, et elle a enfanté 2 grands intellectuels, Jean Taous Amrouche, et merci d'avoir fait ça parce que voilà, notre littérature est très 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 riche, on en parle là. Et quelle belle histoire. Moi, j'aimerais bien l'avoir réalisée en film. Je fais un appel parce que vraiment, c'est une femme de courage qui mérite tous les égards. Voilà. Merci, madame. Merci. Avant de passer, si c'est possible de nous lire un passage, si ça... Alors, vous ne voulez pas le lire, vous? J'ai une voix... Il n'y a pas de souci. Choisissez-moi un passage. Alors, oui, alors... Je ne sais pas, vous n'avez pas choisi. Je n'ai pas mes lunettes, genre. Peut-être au début... attendez. Passons directement à la prochaine intervention qui sera animée par Madame Sahab Fezia. Donc, Sahab Fezia, vous êtes enseignante française. Alors, amour. Lettres et les arts vous ont conduite à vous investir principalement dans l'artisanat de la vannerie fine. Vous êtes membre de l'Association nationale des femmes artistes algériennes, mais aussi à l'écriture, puisque vous êtes auteur de Hayat, une faille, une vie, paru aux éditions Email en 2021. Vous évoquez votre cousine Germaine, une miraculée du séisme sauvée de 2003 de Boumerdès. Votre intervention portera sur la femme et plus précisément sur l'exil et l'identité de Fatma El Mansour. À vous la parole et merci. Merci. Bonjour. Alors moi, je ne vais pas revenir sur la vie de Fatma El Mansour. Je crois qu'on a pratiquement tout dit. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le côté émotionnel de la personne. Parce que je pense qu'une personne qui a fait une errance de l'exil depuis l'enfance, je pense que sur le plan psychologique et émotionnel, je pense qu'elle a été quand même bien secouée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un seul exil, elle n'a pas quitté uniquement son village, elle a fait des exils. Ces exils sont au pluriel. Elle a fait donc Erilali, la Tunisie, elle a laissé Nice pour finir enfin à Paris. Donc c'est une personne qui a toute sa vie quitté l'espace dans lequel elle vivait. D'un espace, elle repasse à un autre espace, puis à un autre espace pour finir enfin dans un espace qui n'est pas vraiment le sien. Et je pense, en lisant le livre, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur la condition de la femme de cette époque, mais moi j'ai été un petit peu... J'ai lu malgré moi entre les lignes ces émotions et j'en étais vraiment, vraiment peinée. Parce que, d'abord, vous savez, elle a connu ce qu'on appelle l'épreuve de la rue
Et l'épreuve de la rue, c'est quelque chose qui est monstrueux. Quand vous êtes dans la rue et qu'on se moque de vous parce que vous êtes une bâtarde, parce que vous êtes une fille légitime, etc., etc., ça doit être, moi je pense pour une petite fille, ça doit être traumatisant à vie, quoi. Donc, on parle d'elle aussi comme étant une exilée. Elle a été quelque part, pour moi, à mon sens, une expulsée. Expulsée et exilée, donc je pense que vraiment elle en a reçu, comme on dit, sur la patate, pour prendre une expression un petit peu familière. Et après ça, je pense aussi à son côté et à tous les... Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Je pense que ses enfants aussi ont subi ce dédoublement, ce déracinement. En fait, elle a une mémoire déracinée. C'est vrai qu'elle a gardé tout ce qu'elle a raconté dans le livre, mais le fait de n'être ni d'ici, ni d'ailleurs. En fait, c'est une personne qui me fait de la peine quelque part, qui a dû souffrir atrocement, parce que, en fait, son ici, qui est issu de la Kabylie, avec tout ce qu'elle a gardé comme valeur, comme poème, comme proverbe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ailleurs, parce qu'elle est de confession, de religion chrétienne. Il y a comme une dichotomie qui s'est installée un petit peu malgré elle. C'est le concours de circonstances de sa vie qui a fait qu'elle en est arrivée là. C'est-à-dire que dans le sens où, pour Fatma Mansour, à mon sens, elle a le ici et l'ailleurs qui se sont imbriqués et qui a donné finalement, je ne suis pas psychologue, il y a une psychologue dans le truc qui me donnera ses impressions après, en fait son ici et son ailleurs imbriqué a donné un moi problématique. Un moi problématique dans la mesure où elle était rejetée par les Kabyles parce que Tsaroumit, et elle était rejetée par les Français parce que Tsaroumit. Donc finalement, je pense qu'elle a dû franchement souffrir, et ses enfants ont hérité, entre guillemets, aussi de ce dédoublement, de ce déracinement, puisque moi j'aime bien que, pour reprendre une expression de Jean Amrouche qui disait, je crois que je l'ai là, je pense et j'écris en français, mais je pleure en kabyle. Là, je crois que c'est une image qui représente vraiment ce que j'ai envie de dire. Il n'est ni l'un ni l'autre, il est entre les deux, imbriqué des deux, on ne sait plus quoi. Et aussi, ça m'a fait penser à Laïla Sebar. Laïla Sebar qui est issue d'un père algérien musulman et d'une mère française, laquelle aussi a connu l'épreuve de la rue. Quand elle sortait avec ses petites soquettes blanches, on se moquait d'elle, on lui disait Romiya, dans une langue qui était celle de son papa, mais qu'elle ne comprenait pas du tout. Et elle disait à ce propos, j'écris le corps de mon père dans la langue de ma mère. Là, ça aussi, c'est quelque chose quand même qui est lourd à porter. Hein. Et il y en a plein comme ça. Il y a Nina Bouraoui, il y a Margaret Duras, qui a vécu en Indochine et qui s'est retrouvée en France. Enfin, moi, comme dirait Assia Djubal, est-ce qu'on peut les qualifier de ces orphelins sans visage? Est-ce que ces auteurs à double culture, finalement, est-ce qu'ils ne souffrent pas, au fond? Est-ce qu'ils sont l'un et ils sont l'autre? Et moi, c'est Fatma Mansour, c'est ce qu'elle... quand je la lis, je pense à tout ça. C'est-à-dire que vraiment, sa souffrance a dû être vraiment, vraiment, oui, terrible. C'est une vue à la fois qui a été passionnée et en même temps dangereuse et traumatisante. Elle a quelque part dans son écriture littéraire la nostalgie de la quête de soi. Elle était éternellement, elle était à la recherche de soi. Et je pense qu'elle est morte avec ce voilà, et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire, et puisque le reste a été pratiquement dit. Merci à vous. Merci Madame Zahab, merci à vous encore une fois.
Donc nous passons à mademoiselle Felida Sahoui, qui est une jeune azaghouaze, diplômée en tourisme. L'écriture pour vous, a toujours été une ambition depuis votre jeune âge. C'est pourquoi vous vous êtes lancée dans l'écriture, mais aussi dans la recherche. D'abord avec votre célèbre Jugurtha, Histoire d'un peuple, édité aux éditions Asiren, en double version en 2019, c'est-à-dire tamazight et française. Mais aussi, vous poursuivez avec un livre documentaire à travers lequel vous parcourez la Tunisie, principalement à travers la question de l'exil des Algériens et manifestement de l'exil. Qui dit exil dit forcément Fatma Ath-Mansour. Donc nous vous réservons la chute de cette conférence afin de nous parler de votre expérience. Merci. Donc pour mon intervention, évidemment, dans mon livre, j'ai évoqué les exilés, mais surtout du moment qu'on parle aujourd'hui de Fatma Ath-Mansour, donc je me suis intéressée beaucoup plus à l'héritage culturel de la famille Amrouche en Tunisie. C'est une famille qui a passé 40 ans là-bas et que Fatma Ath-Mansour, dans son livre, a bien décrit son malaise social. Donc, quand il s'est installé, c'est-à-dire je parle de la famille de Belkacem Amrouche, s'est installé en Tunisie en 1909, alors que la Tunisie était sous le protectorat français. Donc, la famille Amrouche, d'après bien sûr l'écrit de Fatma Ath-Mansour, c'est un livre que j'ai lu, qui m'a vraiment plu et je suis prête à le lire encore une fois. Je pense qu'on comprend, à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau dans ce livre. Vraiment, c'est comme une source qui n'arrête pas de... Alors, pour l'héritage des Amrouches en Tunisie, c'est un chapitre qui m'a beaucoup intéressée. Pourquoi? Parce que c'est vrai, un exilé, quand il part pas comme ça veut dire comme... mais il part avec tout un bagage, il part avec sa culture, ses chants, sa douleur, et tout ce qu'elle a comme bagage social et culturel. Donc la famille Amrouche, quand elle s'est installée en Tunisie en 1909, donc sous le protectorat français à l'époque, donc la Tunisie était sous le protectorat français, donc Fatma Ath-Mansour a bien décrit donc, le malaise social de se déplacer d'un coin à l'autre, d'un quartier à l'autre. Ils ont vécu d'abord à Bab Aliwa, et puis c'était le Morjani, Bab Zekroun, rue de la Riche, rue d'Algérie, la Belvédère, la rue de la Rivière, pour finir enfin à la ville de Radès, qui se situe à peu près à 10 km de la ville de Tunis. Moi, je connais un peu Radès. J'ai demandé la dernière fois si on peut voir la maison des Amrouches qu'ils ont fréquentée la dernière maison qu'ils ont fréquentée en Tunisie. Ils m'ont dit que la maison est complètement démolie. Donc, oui, il y a un chemin de fer apparemment qui est passé par l'endroit où il y avait donc, la maison. Donc parler de l'héritage des Amrouches en Tunisie, donc c'est à travers toujours le livre de Fatma Ath-Mansour, mais aussi d'après les livres que j'ai pu lire comme L'éternel exilé de Saadit Yassine. Là on découvre tellement de choses sur le mouvement Amrouche, qui en 1939 avait édité son livre Chant berbère de Kabylie. Avec ce travail, il a eu le prix de Carthage, mais aussi il était animateur ou bien journaliste à la radio de Tunis dans les années 30. Il était aussi journaliste dans les revues Shahrazad et El Kahina. Il a animé des conférences donc dans la ville de Tunis et dans la revue littérature, la Tunisie Littérature. Et il s'intéressait donc à la vie des Tunisiens de tout le temps, ça veut dire au pouvoir d'achat et la vie de cours des Tunisiens, sans se séparer complètement bien sûr de l'Algérie. Et sur le plan littéraire, c'est vrai peut-être, c'est un peu limité à quelques écrits, mais c'est parce qu'il s'est mêlé dans la politique en défendant bien sûr la cause algérienne. Il a confié à son ami Vincent Monteuil, qui avait écrit donc l'introduction de ce livre, il lui a dit que je suis déchiré entre l'Algérie et la France. Mais il a défendu avec force la cause algérienne. Il a même dit au général de Gaulle en Tunisie en 1945, il lui a dit l'Algérie ne restera pas française. Et donc si on voit ce qu'elle avait fait Mouva Mouche, non seulement sur le plan journalistique, mais aussi sur le plan politique. Sinon, pour sa sœur Tawsa Amrouche, qui est née là-bas, c'est la fille de Tunisie. D'ailleurs, dans mon livre, je me posais la question pourquoi la Tunisie n'a jamais cherché après sa fille. Pourquoi la fille a bien aimé la Tunisie
Et il avait introduit le passage, bien 7 ans de vie de sa famille à la rive de la rivière. Donc il a introduit, ou bien il a traduit comme un roman, sous le titre Rue de Tombourin. Moi j'ai lu ce livre, l'introduction bien sûr parfaite, et l'introduction parfaite faite par Madame Delise Brahimi. C'est extraordinaire, là, Tawsa Amrouche, ça veut dire avec son imagination, etc. Donc il nous offre vraiment un espace qui n'est pas loin, ça veut dire on trouve tout ce que même à la maison, quand les problèmes qu'il y avait entre Mohamed Saïd, son frère aîné, et Charlotte Ouari, et le problème qu'il y avait. Donc en même temps, donc, il vivait à l'étranger, mais c'était toujours une famille kabyle. D'ailleurs même sa mère l'avait dit, malgré mes 40 ans de vie en Tunisie, jamais je me suis liée intimement ni avec les Arabes, ni avec les Français. Je suis restée la Kabyle, la fille de Jugurtha. Donc ça résume tout. Il avait même aussi dit, jamais, je me sentais jamais chez moi nulle part. Nulle part, il n'était pas chez elle. Et il a dit aussi, ça veut dire l'exil, le problème de l'exil, c'est un problème majeur dans la vie des Amrouches. C'est une famille qui était destinée à l'exil. Pourtant, ils n'étaient pas obligés de partir, ça veut dire sur le plan politique, mais c'est le malaise social. C'est le malaise social qui a poussé cette famille donc, à quitter la terre algérienne pour aller ailleurs. Et Fadma Moussoul, dans tous ses témoignages, même vers la fin de son récit, il a souhaité revenir en Algérie et vivre ces dernières années parmi les siens, donc soit à Tizi-Ouzou ou bien à Erel Ali, et être enterré chez elle. J'ai rencontré à Erel Ali des témoins donc, qui m'ont raconté que Tawsa Amrouche s'était placé donc, en 67 à Erel Ali. Donc il a demandé au sage du village pour que sa mère soit enterrée là-bas. Apparemment, il n'y avait pas d'écho et il m'a dit qu'à Tizi-Ouzou. Il était déjà à Tizi-Ouzou, après il est parti à Erel Ali. Oui, la première fois c'était à Tizi-Ouzou. Oui. Mais je parle de ce monsieur que j'ai rencontré à Erel Ali. C'est lui qui m'a raconté. Il m'a dit que. Allez, c'est bien. Donc, à Erel Ali, il m'a dit que Tawsa Amrouche, il était venu tout en noir, donc il a tant souhaité que sa mère soit enterrée ici, mais apparemment les choses ne se sont pas passées comme désiré. Donc, voilà, et puis Tawsa Amrouche a beaucoup écrit, donc, Rue de Tombourin. Elle a parlé aussi de. Donc la moi imaginaire après et toutes ces œuvres pratiquement sont sorties donc à titre posthume pratiquement. La dernière c'était donc Solitude de ma mère. Donc si on revient à Fadma Mansour, c'est vrai par admiration à cette femme que je suis allée donc à écrire ce petit chapitre qui parle surtout de l'exil, parce que l'exil c'est un mal. C'est un mal, quand on dit en Kabyle, arrive, des fois même, ça veut dire الجاح, ما تناديوني الجاح, ناديو ضغريب surtout zik, ماشي ثورة. Oui, zik, يعرف الحالة دينية ضغريب. Donc, ils étaient destinés à ça. Ma Fadma Mansour, نيسني ورا وسني كنا نبيداو. Ça veut dire nous sommes une famille maudite, donc on va supporter ce destin. Voilà, sinon je peux dire plus que ça, mais je pense peut-être comment dirais-je, peut-être le temps voilà باش نفك الوقت الديبا. Donc Fadma Mansour, donc dans son exil, a été toujours attachée à sa culture, a été toujours attachée à son identité, à son pays. D'ailleurs, c'est elle qui a poussé ses enfants à aller vers l'écriture, vers la littérature. Et moi, je suis donc grâce à la maman qu'on ait pu devenir des personnes intéressantes. C'est dit, il faut écrire, et d'ailleurs, il y a des souffrances en 39 Chamberbert de Kabylie, mais il lit ce dernier, il compte Aqaï Sawalen, donc le drame magique, voilà. Donc elle a raconté tellement de contes, donc c'est Mouchouhan, l'amitié des des cheveux, mais vraiment il y a beaucoup de choses donc à trouver sur les contes kabyles. Donc Fadma Mansour, elle a devancé, c'est vrai, comme sa mère, elle a devancé le temps. Ça sera la valeur, elle connaissait la valeur d'écrire.
Quand on n'écrit pas, on n'existe pas. Donc, parce que on vit ce problème. Disons que c'est un problème où on n'a pas tellement de sources. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de sources, mais tout simplement on n'a pas écrit. Enfin, on n'a pas écrit assez écrit. Voilà. Donc, donc il faut écrire tout ça. Donc, je pense qu'il a réussi sa tâche en tant que mère, en tant que femme de lettres. Et ses enfants, je pense qu'il lui a rendu hommage. C'est son fils, c'est son propre fils, Mauve, qui lui a demandé en 1945 d'écrire ses mémoires. Et Fadma Mansour l'a fait aussi par amour à son fils. Donc, et Karas, ma petite maman, tellement il était attentionné, une maman très affectée, très voilà, c'est une femme extraordinaire. Voilà. Et sa fille aussi, donc vers la fin, mais Fadma Mansour, quand même, avec toutes les blessures qu'elle avait vécues, bien sûr, ses enfants qui l'ont devancé pratiquement dans la mort, la plupart كانت متحشطة وسكذ ملك دين قرا غاد سميتها مدد على ملك ولا تنتهي راديو تونس dans les années 50. Mais aujourd'hui, ça me désole qu'on parle vraiment peu, ou même pas de son héritage en Tunisie. J'ai discuté avec la communauté kabyle, il faut organiser quelque chose comme ça, même une petite rencontre autour de l'œuvre des Amrouches, parce que c'est une famille qui mérite tout respect, et Fadma Mansour restera toujours l'une des noms des grandes femmes de littérature algérienne et africaine et méditerranéenne. Même, je vous remercie de votre attention.